Bon vendredi soir, j'espère que vous allez bien malgré ces temps incertains, autant dans notre vie en général que dans le sport professionnel. D'ailleurs, vous avez appris cette nouvelle comme quoi il n'y aura pas de match demain face aux Bruins de Boston qui ont décidé de remettre le voyage à Montréal puisqu'il y a quand même 6 cas de COVID chez les Bruins. Alors, congé pour le CH et congé pour nous aussi. Alors, ce qui veut dire que ce soir, c'est notre dernière avant le temps des fêtes. J'accueille d'ailleurs Éric Fichaud qui est pratiquement mon co-animateur ce soir. Exactement. Tu es le seul en poste parce que Alex Picard devait être assis ici avec nous, mais il est en train de faire le match des Lions. Alors, bonne raison. Il y a tout plein de choses qui se passent en ces temps particuliers. Et on s'ajuste. Mais comme on dit, tu es un A. Tu es capable, toi, sur le fly, on va être correct. de remplacer. On a quand même plusieurs sujets aujourd'hui d'actualité. On va faire le bilan de la COVID. On va parler des autres matchs en cours. On va parler de Paul Maurice qui a démissionné. Donc, on a plusieurs sujets pour vous. Mais je veux vous présenter le calendrier du Canadien. On parle de temps incertain. Là, il n'y a pas de match demain à Montréal, c'est clair. Ensuite, les prochains matchs, ce sont 6 matchs sur la route, Éric. Que va-t-il se passer? Parce que là, on sait que les Flames ont un calendrier reporté, 19 joueurs sur la liste, dont des entraîneurs. Il y a les Panthers et l'Avalanche qui ne joueront pas avant Noël. Que va-t-il se passer pour ce voyage? J'ai bien hâte de voir. Hein? Bien, écoute, à chaque journée, on doit s'ajuster. J'ai l'impression qu'on va voir là, comment les cas, ça continue à grimper. On parlait à Renaud tantôt, puis c'est exactement ça qu'il disait. Aujourd'hui, c'est considéré une bonne journée. Là, imaginez, là, ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'on a vécu dernièrement. Mais c'est tellement difficile de prédire et je pense que la Ligue devra s'ajuster. C'est ce qu'ils font. Il y a quelques équipes là, qu'on a reporté un peu. On leur a donné cette pause-là pour être en mesure de tenter de calmer le tout. Ça dépend. Il n'y a pas un État non plus qui a les mêmes règlements par rapport à la COVID. Là. Donc, on verra bien ce qui va arriver. Mais les matchs que vous voyez là pourraient être tout simplement reportés ou on va être en mesure de les jouer puis on va se croiser les doigts que ça soit le cas. Là. À suivre jour après jour. Je veux qu'on réécoute les réactions d'après-match de Jonathan Drouin après la victoire du Canadien hier, parce que justement, on lui parlait le fait qu'on était arrivé à jouer à huis clos là, à la dernière minute. On lui demandait comment il se sentait de peut-être affronter les Bruins qui avaient des cas de COVID. Je veux vous faire entendre cette réaction-là. On en reparle. C'est une question difficile à répondre, mais je suis pas tant à l'aise de jouer avec du monde qui ont peut-être le COVID ou qui ont... C'est une équipe qui a pas mal ça. Quand tu es rendu à 7 gars dans l'équipe, ça peut être demain matin, il va y en avoir 3 autres, demain matin, il va y en avoir 2, je sais pas. Parce que moi, je me sens pas confortable de jouer avec ça. C'est pas ce qu'on s'avait fait dire cette année avec les vaccins et toutes ces choses-là. C'est sûr que les choses changent avec des moments comme ça, mais c'est pas, comme j'ai dit tantôt, c'est pas vraiment idéal. Là. Je sais pas si c'est pas confortable ou est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on veut, nous aussi, avoir des cas et là, mettre notre saison en suspens? C'est ça pareil, c'est beaucoup d'incertitudes pour les joueurs. Mais en même temps, c'est rare d'ailleurs que les joueurs vont sortir publiquement pour parler de ça. Comment on se sent face peut-être à une équipe comme, l'exemple, les Bruins de Boston. C'est hier, Élie, je pense que tu m'as dit Nick Cousin qui a dit du côté de Nashville, pourquoi pas arrêter? Parce que Nashville, naturellement, ont été touchés très, très fort. Là. Mais en même temps, bon, clairement, on a jugé aussi, on a reporté le match, un peu ce que Jonathan avait dit, c'est qu'on n'était pas prêt à risquer ça. Parce que c'est sûr que les joueurs, tu dois le prendre en considération. Eux aussi, ils ont des familles. C'est pas juste qu'on joue au hockey puis qu'on est dans une pièce. Là. Ils ont des vies à l'extérieur de la glace et on doit prendre ça en considération aussi. Oui, et j'ai hâte de voir aussi pour les équipes américaines de venir jouer au Canada, ce que ça peut impliquer. Parce que s'il y a des cas de COVID au Canada et on est pris à Montréal, on veut prendre un vol. Vous ne rentrez pas sur le vol si vous testez positif. Donc, il y a toute une question de logistique aussi derrière tout ça. Très compliqué. Donc, j'ai l'impression qu'il va falloir y aller jour après jour pour ce qui est de l'information. Est-ce qu'on va jouer à suivre? Mais pour le moment, le Canadien a 6 matchs sur la route qui arrivent. Et il y a certaines équipes qui ont dit on arrête tout ça jusqu'après les fêtes. À suivre, l'Avalanche et les Panthers qui ont décidé de suspendre jusqu'au 26. Bon, je veux qu'on parle du Canadien maintenant parce qu'on a quand même eu droit à une victoire. Yay! Et on a quand même du positif et je veux qu'on parle de certains éléments positifs. On a tapé sur la tête à Jeff Petrie pas mal. Avec raison. Avec raison. Là, je veux qu'on parle de Ben Sherratt parce qu'il a quand même fait du très bon travail. Hier, on l'a vu sur le jeu de puissance, 7 tirs. Comment tu évalues son travail? Bien, dans les circonstances, vraiment bien. Puis, tu sais, un peu à l'image des jeunes qui se font rappeler qui seraient peut-être pas avec le Canadien, une UTT de la situation qu'on vit actuellement. Mais Ben Sherratt ne serait peut-être pas non plus sur l'avantage numérique. On le verrait peut-être moins utilisé au niveau de l'attaque parce que c'est un défenseur à caractère défensif, mais on voit comment il se comporte cette année. Il se porte un peu plus à l'attaque. On lui laisse cet espace-là.
Et moi, Ben Sherrod, de tout ce qu'on a vécu, il joue quand même contre les meilleurs trios des équipes adverses. Bon, je sais qu'il est quoi? Il est moins 11, je crois, depuis le début de la saison, mais en même temps, c'est un peu normal. Quand tu joues avec une équipe comme le Canadien, qu'on accorde autant de buts et tu passes autant de temps sur la glace, il est 29e dans la Ligue au niveau du temps de jeu. Il joue plus de 23 minutes. C'est pas évident. Tu es exposé, Elisabeth, à être sur la glace quand il va avoir des buts. Mais moi, je regarde ce gars-là, il a 30 ans, dernière année de contrat. Je le sais qu'on veut des changements puis qu'on est prêt à vendre tous les joueurs. On l'a souvent dit, son nom revenait. Est-ce que les équipes sont intéressées? Est-ce qu'on devrait l'échanger? Il y avait un contrat de 3,5 millions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que là, on voudrait l'échanger? Et pourquoi son nom revient? Parce qu'on regarde les joueurs qui pourraient avoir de la valeur et c'est sûr que Ben Sherrod en a. Ça, c'est un argument pour peut-être le laisser partir. Mais maintenant, il y a aussi des arguments pour le garder. Ben oui. Parce qu'à un moment donné, je veux bien croire qu'il va y avoir des changements. Là. Il y a une raison que ça va aussi mal. Il va en avoir des changements. Mais tu dois quand même rebâtir et tu as besoin des réguliers. Moi, Ben Sherrod, je le garderais. Je le signerais. Et c'est le genre de joueur, je ne le connais pas personnellement, mais de ce que je vois sur la glace, son langage corporel, ce qu'il amène en entrevue, c'est le genre de joueur que je veux que les jeunes défenseurs puissent avoir comme modèle. Pour ce qui est en mesure de faire au niveau de la glace, mais pour le reste aussi. Parce que tu sais, si tu laisses partir Sherrod, tu laisses partir Jeff Petrie, à un moment donné, tu as besoin de vétérans. Je veux pas voir un Romanov sur la première paire de mes défenseurs. Et on sait ce que Sherrod peut amener. Et il est quasiment devenu un meilleur défenseur qu'avec les Jets de Winnipeg, même s'il a perdu Shea Weber, qui était quand même son partenaire. Clairement. On va parler d'un autre élément positif, Lekonen, mais avant, je veux qu'on aille voir la fin du match entre les Stars et les Blues. En fait, la fin de la deuxième période, c'est 2-0 pour les Blues actuellement. Il y a Brown qui a marqué et Tarasenko qui a marqué son 10e de la saison. C'est donc 2-0 pour les Blues face aux Stars. 21 tirs pour les Blues jusqu'à maintenant. Il reste une quarantaine de secondes à ce duel-là. Tarasenko, là, on est à quelques secondes de différé là, avec Tarasenko qui continue sur sa lancée cette année. Là, on se souviendra que Tarasenko avait demandé une transaction. On ne l'a pas fait. Et là, je sais pour le moment, ça fonctionne. À date, ça marche pas. Tarasenko qui vient d'inscrire son 10e but. On va continuer de suivre ce duel-là pour vous dans les prochaines minutes. On parlait de Lekonen. Oui. Comment tu as trouvé son duel hier? Parce que souvent, Lekonen peut autant être transparent, comme le bonus disait à ses joueurs, ou être le joueur du match. Bien, moi, je pense que Lekonen, le problème qui est arrivé avec lui, peut-être la pire chose qui est arrivée, c'est d'avoir marqué 18 buts à sa première année avec le Canadien. Parce qu'à partir de ce moment-là, les attentes, même moi, là, je me dis, c'est un gars d'une vingtaine de buts qui va probablement faire ça sur une base régulière. Mais la réalité, c'est pas ça. Et c'est un gars qui a beaucoup de chance dans un match, a pas beaucoup de finition. Et ça, c'est un de ses problèmes. Il pourrait le marquer le 20 buts parce qu'il y en a des chances. Et il rate le filet. Mais ça n'arrivera pas. Mais à partir du moment qu'il était prêt à vivre avec ça, à partir du moment qu'il dit c'est un gars d'une douzaine de buts, peut-être 15 d'une grosse saison, il fait tellement de bonnes choses sur la glace. Est-ce que tu peux gagner avec juste des Lekonen? Non. C'est sûr que non. Est-ce que tu peux gagner avec juste des Hoffman? Non plus. Tu as besoin de doser ces deux types de joueurs-là. Moi, ce que j'aime dans le cas des Lekonen, c'est que tu peux l'utiliser sur le désavantage numérique. Tu sais qu'il va être fiable sur la glace. Défensivement, c'est un gars qui est fiable. Les entraîneurs vont l'adorer. Donc, ça vient un peu combler le fait qu'il n'y a pas beaucoup de finition, mais il fait tellement de bonnes choses sur la glace. Je trouve ça de valeur pour lui parce que tu le vois, des fois, il est découragé, il a des filets ouverts. Écoute, il n'est pas chanceux. Bien, c'est ça. Comme le manque de finition, des fois, c'est... C'est flagrant, là. Cette saison, on le voit, là, il rate le filet. Bien, hier, tu vois, c'est un peu chanceux. On le voit, là, des chances ratées hier où on se dit, voyons, comment il a pu rater ça? Exact. Comme là, c'est ouvert. Et le but qu'il marque a dévié sur lui. Il ne sait même pas. Donc, il l'a pris là, parce que, disons que, comme on dit, il est encore under. Là. Il y en a au moins une quinzaine qui pourrait avoir cette année. Mais en même temps, comme moi, je pense que le Canadien, tu sais, un gars comme Jeff Gorton qui analyse le match, tu le sais qu'un joueur comme ça, c'est important dans une organisation. Donc, moi, Lekonen, tu sais, on parle de faire des changements. Est-ce qu'il devrait jouer sur un top 6? Non. Absolument pas. C'est un gars qui devrait jouer sur ton troisième, sur ton quatrième trio. Mais à court terme, tu peux le rentrer dans l'alignement. C'est un gars qui peut faire la job, mais peut-être pour une semaine ou deux si jamais tu as des blessés. Donc, c'est un genre de joueur que je garderais, moi, en tout cas, s'il est en mesure de le faire. Change de sujet, oui, parce qu'il y a eu un gros dossier aujourd'hui. Un de tes anciens entraîneurs, Paul Maurice, que tu avais eu. T'en as eu pas mal. Paul Maurice. Mon chum Paul. Paul, tu l'as eu où? En Caroline. En Caroline, oui. Dans ce temps-là, dans ma tête, je pensais qu'il était vieux, mais il avait genre 34 ans. C'était un des plus jeunes de la Ligue. Là. Il avait mon âge. Oui, exactement. Non. Non. Quel genre d'entraîneur c'était? Tu l'as apprécié?
Ben, écoute, c'est un entraîneur qui... moi, écoute, je suis un gardien box d'hiver, fait que je n'étais pas nécessairement le joueur le plus important à ses yeux, là. C'est un gars, par contre, qu'il n'avait pas peur de demander à ses vétérans, l'opinion de ses vétérans, parce que quand j'ai joué pour lui, il y avait des gars comme Ron Francis, Paul Coffey, Gary Roberts, il y avait des gros joueurs. Et je me souviens que Paul Maurice, il demandait des fois à Ron Francis d'été, OK, c'est le temps de prendre un temps d'arrêt. Moi, il consultait son vestiaire. Consultait, mais il avait compris, je pense, très jeune, que tu devais avoir tes joueurs vedettes de ton côté comme coach en Ligue nationale. Si tu n'as pas ça, là, tu t'offres pas. Mais quand même, c'est une drôle de décision parce que, Élie, tu regardes Winnipeg, on est à 3 points d'une place en série. Ben oui. Et on regarde sa fiche en ce moment. C'est un entraîneur qui a dû être apprécié parce qu'il en était à sa 9e saison avec les Jets. Il avait une fiche de 13 victoires, 10 défaites en temps réglementaire, 5 autres défaites en temps supplémentaire cette saison. Donc, c'était pas mauvais. C'est probablement parce qu'il sentait qu'un changement devait arriver, qu'il s'est dit « je vais quitter avant qu'on me... » Il devait bien le sentir, là, que ça s'en venait. T'as raison, Élie. Puis, tu sais, il a dit je pense qu'on est arrivé à un moment qu'ils ont besoin d'une nouvelle voie. Ouais. Sauf que, tu sais, je veux pas planter Paul Maurice, mais quand tu regardes les équipes qu'il a eues depuis qu'il est en place, tu regardes en série. Ça me fait un peu penser à Bruce Boudreau. C'est un gars qui a eu du succès en saison régulière. Mais quand vient le temps des séries, il n'a jamais gagné pour lui. Il s'est rendu en 3e ronde une fois avec Winnipeg. Et souvent, excuse-moi, on les voyait comme peut-être les favoris pour aller jusqu'au bout, en tout cas plus loin que ça. Donc, à partir de ce moment-là, OK, oui, c'est vrai, bon, il a quand même fait du bon boulot en général, mais il n'a jamais été en mesure d'amener les Jets à un autre niveau. Et ça, je pense que ça a fini par le rattraper parce que là, la fenêtre, elle s'est peut-être refermée un petit peu avec les Jets. Là. Et là, c'est son adjoint, Dave Lowry, qui prend la relève et il se retrouve entraîné à être le coach de son garçon, Adam Lowry. Ça, c'est particulier. C'est assez spécial. Tu vois ça dans le Pee-Wee, là, mais pas dans la Ligue nationale. C'est ça, j'allais dire. C'est assez particulier. D'ailleurs, l'équipe était en action ce soir. Les Jets face aux Capitals, un match qui n'est pas encore terminé. C'est égalité actuellement entre entraîneur. Puis surtout la façon que ça s'est fait, là. Moi, je me souviens pas d'avoir joué dans une équipe que l'entraîneur démissionne. Ben oui. J'ai vu des congédiements, j'en ai vécu quelques-uns, mais qu'un entraîneur décide que, bon, c'est peut-être le temps de passer à d'autres choses, ça doit être assez spécial comme environnement. Oui, parce qu'il y a une question salariale aussi, là. Ouais, ben on attend mais je pense pas qu'il y ait besoin de ça. Pas non plus. Oui. Je vais apprendre la job de coach. Restez là au retour. Kevin Raphaël est avec nous. Restez là.